Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter une toute nouvelle carte graphique de chez MSI. Je vous parle de la RTX 2070 Super Gaming X Trio. Vous l'avez sans doute remarqué ces derniers jours dans l'actualité, Nvidia a sorti un petit refresh de sa gamme. Donc nous allons avoir les RTX 2070 Super, les 2080 Super, mais aussi la petite 2060 Super. Nvidia estime environ 15% de gain via cette gamme Super, et sur la RTX 2070, nous aurions un gain allant jusqu'à 24% avec une moyenne de gain de 16%. Nous allons donc voir tout au long de ce test si nous avons effectivement de véritables gains par rapport à la RTX 2070 classique. Concrètement ici on va surtout comparer cette carte graphique RTX 2070 Super Gaming X Trio à la RTX 2070 Gaming Z que nous avions déjà testé, mais nous avions aussi testé deux RTX 2080 et donc nous allons voir comment qu'elle se positionne par rapport à ces cartes. Cette carte graphique est la plus haut de gamme en version RTX 2070 Super de chez MSI. En effet, elle est vendue à un prix conseillé de 629 €. À titre de comparaison, la Ventus est-elle vendue à un prix conseillé de 549 €. Et pour information, la version Founders Edition, donc directement de chez Nvidia, est vendue à un prix conseillé de 529 €. Nous avons donc ici un surcoût d'une centaine d'euros. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter rapidement la configuration test qu'on a utilisée pour tester cette carte graphique et notez que c'est la configuration test de référence que nous utilisons à chaque test de carte graphique. Nous avons donc un processeur Intel Core i7 8700K, une carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming, le tout installé dans notre boîtier Be Quiet Darkbase 700. Une alimentation Straight Power 11 850 watts, un SSD Crucial MX 500 au format M2 d'une capacité de 500 Go. Quant à la RAM, il s'agit d'un kit LPX en 2x8 Go à 2400 MHz et nous utilisons un water cooling tout en un, donc un Naio Be Quiet, encore une fois, Silent Loop 240 mm. Commençons avec la boîte. Sur la face avant, nous avons la référence de la carte ainsi qu'une image présentant celle-ci. Sur l'arrière, nous aurons les détails sur quelques caractéristiques techniques et fonctionnalités de celle-ci encore une fois. Quant au bundle relativement sommaire, nous avons un guide d'utilisateur rapide, une feuille cartonnée avec des sous-verts à détacher, un guide d'installation, une BD présentant l'installation de la carte graphique de façon ludique, un dépliant présentant les gammes de produits MSI, une fiche vous remerciant pour votre achat en vous invitant à vous enregistrer, un support à carte graphique. D'un point de vue esthétique, cette carte graphique repose sur un système de refroidissement à 3 ventilateurs et elle dispose d'une petite particularité, comme vous l'avez vu, comme ça vous a sûrement peut-être perturbé. On a un ventilateur qui est plus petit que les deux autres. Nous retrouvons à l'arrière de la carte graphique une belle backplate grise, argentée avec un effet de métal brossé. On retrouve le logo MSI sur la droite, bref, le design est très travaillé, très réussi. Personnellement, je suis vraiment fan. Quant aux tranches de la carte, on voit très facilement le radiateur qui est assez imposant. Quant à la tranche qu'on aura en face de nous quand la carte graphique est montée dans le PC, nous retrouvons bien sûr le logo MSI qui est RGB, avec une grosse bande RGB au-dessus également, mais nous avons aussi la mention GeForce RTX, et tout à droite nous avons donc les deux ports d'alimentation en 8 pins. Quant aux caractéristiques techniques, nous avons ici 8 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 14 000 MHz sur un bus 256 bits. La fréquence du GPU atteint les 1800 MHz avec le GPU Boost. Le TDP annoncé est de 250 watts et l'alimentation se fait via 2 ports en 8 pins. Quant à la connectique, nous avons 3 ports DisplayPort et un port HDMI 2.0B. La carte pèse 1522 grammes sur 328 mm de longueur, 140 mm de profondeur et enfin 56,5 mm de hauteur. En pratique, qu'est-ce qui change dans les caractéristiques techniques entre la première 2070 et cette version Super? Nous pouvons voir que non seulement les fréquences sont revues à la hausse, mais nous avons aussi plus de coups d'accord et la partie pour le ray tracing est aussi revue significativement à la hausse. En effet, nous passons par exemple de 6 à 7 GHz. Le GPU
GPU passe d'ailleurs d'un TU 106 à un TU 104 utilisé sur les RTX 2080, ouvrant ainsi la possibilité du SLI via le Nvidia NVLink. Le nombre de transistors passe donc de 10,8 milliards à 13,6 milliards, avec un die qui grandit également de 445 mm² à 545 mm². La densité des transistors passe donc de 24,3 à 24,9, et tout ceci fait passer le TDP de 175 watts à 215 watts. Avec les cartes graphiques Nvidia, on mange du GPU Boost de partout, mais savez-vous vraiment ce que c'est, ce que ça représente? Actuellement, nous sommes à la version 4.0, mais pour bien expliquer ce que c'est, on va revenir un petit peu en arrière et expliquer brièvement la version 3.0. Tout le monde le sait, le but du GPU Boost est de pousser au maximum les fréquences du GPU pour que forcément on a les meilleures performances en jeu ou en application. En revanche, cette technologie a aussi pour but de maintenir la température de la carte dans des seuils acceptables. Et pour ceci, à partir d'un seuil de 37 degrés Celsius, et ensuite tous les 5 degrés, on va perdre un bin, et un bin représente environ 13 MHz. C'est-à-dire qu'à partir d'un seuil de 37 degrés, puis tous les 5 degrés supplémentaires, on va perdre un bin. On prend encore 5 degrés, on repère un bin, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le seuil de température maximale, seuil que la carte veut bien entendu éviter à tout prix. Mais donc ceci en baissant les performances, puisqu'on va perdre à chaque fois un bin, et donc de la fréquence. Mais pourquoi faire ceci? Tout simplement parce que en baissant les fréquences, ça va aussi toucher aux tensions d'alimentation et donc la température de la carte. Et ceci touche toutes les cartes graphiques, que ce soit Founders Edition ou modèle custom, d'où l'utilité d'avoir un bon système de refroidissement et pourquoi pas de passer water cooling custom, puisque là les températures ne dépassent que très rarement les 40 degrés et donc on reste dans d'excellentes plages. Et bien sûr, ces seuils de température, par exemple à partir de 37 degrés, là où ça commence, c'est pas modifiable en fait, on peut pas y toucher, à part sur la version 4.0 où maintenant on peut enfin changer ce seuil, bien sûr dans des plages acceptées par Nvidia. Notez aussi qu'avec la version 4.0, un bin ne représente plus 13 MHz, environ, mais plutôt 15. Avec cette carte graphique, MSI nous propose toujours son système de refroidissement basé sur 3 ventilateurs Torx 3.0, et nous avons donc deux types de pales. Un premier type de pale dit de dissipation qui va donc accélérer le flux d'air pour améliorer l'efficacité du refroidissement, et un second type standard qui va simplement amener l'air sur le radiateur. En soit, il ne s'agit pas d'un système de refroidissement qui est nouveau puisque nous l'avions déjà sur les précédentes gammes de cartes graphiques de chez MSI. Nous avons aussi la technologie Zero Frost, un mode 0 décibel qui va faire que les ventilateurs ne s'activent qu'une fois le seuil des 50 degrés Celsius dépassé. Et ça, c'est très bien pour nos oreilles. Bon, maintenant assez blablaté, nous allons passer sur du concret avec nos benchmarks. Ouais! Pour tester notre carte graphique, nous l'avons donc passé sous plusieurs logiciels de benchmark, comme ceux de chez UL Benchmark, donc avec Firestrike, TimeSpy, Port-Royal par exemple, mais aussi quelques jeux vidéo, puisque après tout, c'est l'utilité première qu'on en fait. Quand il n'y a pas de benchmark intégré au jeu, comme c'est le cas avec Far Cry 5 ou Assassin's Creed Origins, nous utilisons le petit logiciel Fraps afin de relever les FPS moyens et maximum. C'est parti avec Firestrike, et en fréquence stock, nous avons atteint un score graphique de 26 191 points. En OC, nous n'avons pas pu dépasser les plus 60 MHz pour la fréquence GPU, alors que la mémoire va sans souci jusqu'à plus 1000 MHz. Je précise que nous effectuons cet overclocking via le logiciel MSI Afterburner. Nous avons donc atteint un score avec l'OC de 28 232 points. Sous Firestrike Extreme, nous passons d'un score de 12 484 points à 13 436 points avec l'overclocking. Encore une fois, le score OC est plus haut que le score stock d'une RTX 2080 et c'est intéressant ici. Pour finir, sous Firestrike Ultra, nous passons d'un score de 6046 points à 6497 points. En revanche ici, il nous aura fallu baisser l'OC de la mémoire à plus 925 MHz. Nous pouvons constater qu'en OC, nous dépassons même les résultats stock d'une RTX 2080, cette dernière est vouée à disparaître d'ailleurs au profit de la RTX 2080 Super.
Les pics de température ont atteint 65 degrés dans une pièce à température ambiante de 24 degrés. Pour continuer avec les benchmarks dual benchmark, sous TimeSpy, un score graphique de 10 184 points est atteint, avec un overclocking de plus 55 MHz pour le GPU et plus 975 MHz pour la mémoire. Nous passons à 11 138 points. Sous TimeSpy Extreme, nous passons de 4718 points à 5141 points avec l'OC. On peut donc constater que nous sommes effectivement légèrement au-dessus des cartes GTX 1080 Ti. Nous sommes aussi juste sous les RTX 2080. Bien entendu, tout ceci en restant au-dessus des RTX 2070 classiques. Passons maintenant sous Furmark, un benchmark qui met sévèrement à l'épreuve les cartes graphiques. Avec le preset 1080p, nous avons un score de 10 197 points, avec notre overclocking à plus 50 MHz pour le GPU et plus 875 MHz pour la fréquence mémoire. Nous passons à un score de 11 338 points. Avec le preset 1440p, nous passons de 6677 points à 7391 points. Enfin, en 2160p, nous passons de 3659 points à 4026 points. Nous pouvons voir que la RTX 2070 Super s'en sort admirablement bien en dépassant même la RTX 2080 en 1080p. Elle se retrouve entre nos deux RTX 2080 en 1440p et talonne de près les deux RTX 2080 en 2160p. Sous le benchmark Port-Royal permettant de bencher les performances de la technologie Nvidia Ray Tracing, notre carte graphique obtient un score de 5964 points, passant à 6422 points avec un overclocking de plus 55 MHz pour la fréquence GPU et plus 975 MHz pour la fréquence mémoire. Notre moyenne applicative positionne cette carte juste sous les deux RTX 2080. À peu de choses près, elle se serait glissée entre les deux références. Notons que la RTX 2080 perd énormément de son intérêt étant donné l'écart de prix important. Enfin, pour tester le système de refroidissement de cette carte graphique, nous avons lancé le jeu Assassin's Creed Origins. La température maximale atteinte pour la carte est relevée via MSI Afterburner. Et nous constatons que la carte a atteint la température maximale de 66 degrés. Globalement, selon les benchmarks et jeux vidéo testés, nous sommes entre 64 et 66 degrés au maximum. Pour la consommation, nous avons relevé au repos un maximum de 51,9 watts. La consommation maximum relevée durant le benchmark intégré au jeu Far Cry 5 a été de 377,7 watts. Notez que nous avons pris la consommation à la prise via un wattmètre. Ces consommations représentent donc le PC complet. Pour le FPS Battlefield 1, nous obtenons en Full HD 186 FPS maximum avec une moyenne de 165,27 FPS. En 1440p, nous avons 133,08 FPS de moyenne avec un maximum atteint de 148 FPS. Pour finir en 2160p, nous passons d'un maximum de 85 FPS à 76,35 FPS de moyenne. Dans le jeu Battlefield 5 tournant avec DirectX 12, nous avons une moyenne de 136,3 FPS en Full HD, 105,3 FPS en 1440p et enfin 58,03 FPS en 2160p. Pour le jeu de simulation de course automobile Project Cars 2, nous avons pour une définition Full HD 170,18 FPS en moyenne pour un maximum à 201 FPS. En WQHD, nous avons un maximum à 150 FPS pour une moyenne à 140,47 FPS. Enfin, en 2160p, une moyenne de 85,67 FPS pour un maximum de 92 FPS est relevée. Cette carte se situe parfaitement entre la RTX 2070 que nous avions testée et les RTX 2080. Dans le jeu de chez Ubisoft, Far Cry 5, pour une définition Full HD, nous avons une moyenne de 104 FPS relevée avec un pic à 151 FPS. En 1440p, une moyenne de 95 FPS avec une valeur maximale de 112 FPS est atteinte. Enfin, en 2160p, nous avons un maximum de 63 FPS avec une moyenne à 53 FPS. Globalement, nous sommes à chaque fois juste sous les RTX 2080 et bien au-dessus de la RTX 2070 Gaming Z. Dans le jeu Assassin's Creed Origins, le constat est similaire et nous nous trouvons entre la RTX 2070 et la RTX 2080. En Full HD, nous avons une moyenne de 90 FPS pour 136 FPS maximum. En WQHD, nous passons d'une moyenne de 82 FPS à un maximum relevé à 130 FPS. Et pour finir, en 2160p, nous avons 52 FPS de moyenne et 122 FPS maximum. Et dans notre moyenne, cette MSI RTX 2070 Super obtient un score de 117,63 points. Ceci confirme son positionnement entre la RTX 2070 et 2080.
Le temps est venu de conclure ce test, mais la conclusion n'est pas facile tant on est content et mécontent à la fois. Pour parler monnaie, il est déjà intéressant de voir que pour un prix conseillé de 629 €, nous avons des performances qui sont bien au-dessus de la RTX 2070 Gaming Z, qui était vendue aux alentours de 650 € lors de son test et aux environs de 568 € actuellement. En effet, actuellement, on peut constater une baisse des prix des RTX 2060, 2070 et 2080, justement pour laisser un petit peu place à cette superbe série, si on peut appeler ça comme ça. Pour nous, si toutefois le prix annoncé est bien le prix appliqué, on va se retrouver face à une génération de cartes qui ont un rapport qualité-prix intéressant. Et là, ça peut devenir vraiment super. Toutefois, on peut quand même se demander pourquoi Nvidia n'a pas sorti directement ces cartes graphiques-là, puisqu'en fait il ne s'agit pas d'une évolution de l'architecture, mais seulement d'une réorganisation de celle-ci. Par exemple, la RTX 2070 hérite de la puce de la RTX 2080, ouvrant la voie du SLI via le NVLink. Mais Nvidia a attendu que AMD sorte ses cartes graphiques basées sur l'architecture Navi pour proposer cette série super. On peut donc imaginer que Nvidia était capable depuis le début de sortir des cartes graphiques avec ses performances, avec des bons prix, ce qui voudrait dire que la première génération de cartes graphiques RTX était véritablement bien trop chère. Ceci forcément pour contrer les cartes graphiques d'AMD. D'ailleurs, qu'est-ce que vaut cette RTX 2070 Super face à la RX 5700 XT d'AMD? Nous n'avons pas encore testé nous-mêmes cette RX, mais si on en croit le site TechPowerUp, la RX 5700 XT est à 2% près en 1440p, semblable à la RTX 2070 classique. Et dans leur test, la RTX 2070 Super est de 9 à 14% plus performante que la RX 5700 XT. Mais ceci pour un prix qui est quand même plus conséquent, puisqu'on peut trouver la RX 5700 à 450 € chez vos marchands préférés. En termes de performance dans les jeux vidéo, on voit clairement que cette carte graphique 2070 Super talonne de très près les RTX 2080. Les 2080 perdent donc totalement leur intérêt. Les 2080 Super vont d'ailleurs venir les remplacer très prochainement. Et d'ailleurs, avec un overclocking, on a pu constater sous 3D Mark qu'on peut même dépasser les scores stock d'une RTX 2080. Pour résumer les bons points, cette RTX 2070 offre un bon rapport qualité-prix puisqu'elle est plus performante qu'une RTX 2070 pour le même prix, globalement, surtout si on prend la Founders Edition. Elle est presque au niveau d'une RTX 2080 alors qu'une 2080 vaut bien plus cher que 600 €. Mais cette carte custom de chez AMC est aussi très silencieuse puisqu'elle est semi-passive et les ventilateurs ne s'enclenchent qu'au-dessus de 50 degrés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pourrez retrouver comme toujours le test et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr. Allez y faire un tour, il y a plein d'autres choses. On a aussi lancé récemment un forum et on tient le site avec une équipe de passionnés. Je vous mets le lien dans la description. Mettez des commentaires si vous avez des questions ou juste pour dire que c'est cool, c'est très important pour le référencement. Mettez un petit pouce en l'air et surtout abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Vous me dites tous que ma chaîne mériterait beaucoup plus d'abonnés par rapport à ce que j'ai, alors c'est le moment de le montrer et de vous abonner. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et croyez-moi, il y a du lourd qui arrive. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Non. Toujours pas d'effet.